Journée nationale des exportations, un engagement renouvelé pour stimuler la compétitivité des entreprises maliennes et valoriser les exportateurs qui contribuent au rayonnement économique du pays. Au CICB, cette journée consacre les efforts du Mali pour dynamiser ses ventes extérieures. Le SIAMA 2025 se referme sur une édition riche en innovation artisanale, occasion pour le ministre de l'Artisanat de rappeler l'importance du salon pour la professionnalisation et la visibilité du secteur et de mettre en lumière la participation de 20 pays avant de saluer les efforts remarquables de l'APCM dans la promotion du secteur. Les autorités maliennes reçoivent le soutien des gardiens de la tradition face aux critiques occidentales. Devant chasseurs, chefs coutumiers et détenteurs de savoirs endogènes unissent leur voix pour dénoncer les attaques perçues contre le Mali et réaffirmer leur soutien total aux autorités de la transition. Harmonisation des symboles de l'État. Que représentent nos symboles nationaux? Mohamed Maouloud Najim, directeur des affaires judiciaires aux 20h, répond à nos questions à la veille de la Semaine nationale des symboles. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je vous reviens incessamment. Merci de suivre le 20h de ORTM1. Mesdames, messieurs, bonsoir. Journée nationale des exportations qui se tient depuis ce matin au CICB, je le disais en titre, promouvoir les exportations de nos produits en encourageant nos exportateurs grâce à la mise en place de dispositifs pour assurer une plus grande compétitivité de nos entreprises et de nos produits à l'extérieur. C'est l'objectif visé par les organisateurs. La Turquie est le pays invité d'honneur de cette édition au cours de laquelle plusieurs opérateurs économiques seront récompensés pour la qualité de leur contribution au rayonnement de nos produits et de nos compétences à l'extérieur. Selon les chiffres, les exportations ont représenté 26,8% du produit intérieur brut du Mali en 2024, les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Alocénie Touré. Cette exportation est une nouvelle opportunité pour nos entrepreneurs à l'export de confirmer leur leadership grâce aux dispositifs érigés par l'État pour offrir des perspectives nouvelles à nos produits et services dans un environnement de grande compétition. Le savoir-faire et la qualité des produits maliens seront leur chance de percer dans le commerce mondial. Je voudrais, en cette occasion solennelle, adresser au nom de tous les acteurs du secteur de l'exploitation nos remerciements les plus sincères et notre profonde reconnaissance à son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, et son gouvernement pour les efforts constants qu'il déploie en faveur de la souveraineté économique, de la transformation structurelle de notre pays et du renforcement des capacités productives nationales. Ces orientations stratégiques ont permis de consolider un environnement favorable à l'essor du commerce extérieur et à la valorisation du savoir-faire malien. La Journée nationale des exportations est un moment privilégié de réflexion, de reconnaissance et de mobilisation autour des défis et les opportunités de l'économie exportatrice nationale. Elle met en lumière l'engagement de nos entrepreneurs, les artisans, nos producteurs et nos exportateurs qui, par leur travail, participent activement à la diversification de notre économie et à l'amélioration de la balance commerciale du monde. L'Agence pour les exportations peut compter sur les partenaires techniques et financiers parmi lesquels la Turquie est invitée d'honneur de cette première édition. Le programme des Nations Unies, à travers sa représentation au Mali, s'est dit prêt à participer au succès de cette initiative. Le PNUD se réjouit de sa collaboration fructueuse avec le ministère de l'Industrie et du Commerce dans la co-création et la mise en œuvre d'initiatives stratégiques pour la valorisation des produits locaux et la promotion des exportations et aussi des investissements au Mali. Donc, de ces stratégies, nous avons contribué à la mise en place en cours d'un système de code-barre garantissant la traçabilité et la compétitivité des produits maliens, le renforcement de l'expertise des exportateurs en matière de financement afin de faciliter l'accès aux ressources et au marché, la mise en place d'outils de suivi de la chaîne de valeur bétail et viande pour améliorer la qualité et la durabilité de ce secteur vital. Les exportations au Mali engrangent au fil des années des résultats probants. Pays de commerce et d'échange par excellence, le Mali a également de nombreux atouts en matière d'exportation. En plus de l'or et du coton, le bétail et les autres produits agricoles sont des précieux atouts pour notre pays. La reconnaissance de l'excellence de nos opérateurs économiques
vise essentiellement à en faire des champions capables de mieux vendre la destination Mali. La Journée nationale des exportations du Mali vise à célébrer les acteurs du commerce extérieur, à valoriser les performances de nos entreprises exportatrices et à favoriser la réflexion sur les leviers de compétitivité de l'économie malienne sur les marchés régionaux et internationaux. Je voudrais ici remercier l'ambassadeur de la Turquie, à travers lui, tout le peuple turc, pour avoir accepté d'être pays invité d'honneur de cet événement. Selon les données de la BCAO, la Banque centrale des îles Afrique de l'Ouest, les exportations de biens et de services du Mali, qui ont représenté 26,8% du produit intérieur brut en 2024, ont atteint respectivement 659,8 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de 24,5% par rapport à 2021 et 76 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2022. Ces évolutions sont liées principalement à la bonne tenue des ventes extérieures, hors or, non monétaires, et de l'ensemble des autres produits tels que le cheptel, les produits agricoles, industriels, artisanaux, mais aussi et surtout aux efforts conjugués de l'État, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Les organisateurs et les participants réfléchiront à lever les barrières qui entravent la compétitivité de nos produits à l'extérieur. Il s'agit notamment du mauvais état des routes, de la problématique du financement, du problème énergétique, de la diversification limitée de nos exportations, pour ne citer que celles-ci. Je le disais en titre, l'invité de ce 20h est Mohamed Maouloud Najim. Il est le directeur national des affaires judiciaires et du Sceau. Avec lui, il sera question de la deuxième édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État qui démarre demain, lundi 8 décembre, au Conservatoire multimédia Balafaseke Kouyaté. Monsieur le directeur, bienvenue. Merci, madame. Alors, quels sont d'abord les symboles de l'État? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les symboles de l'État? Merci, madame. Merci de nous donner encore une fois l'occasion de nous exprimer sur les symboles de l'État qui demeurent malheureusement jusqu'à ce jour mal connus. Mais il me plaît d'abord avant tout de dire que je suis là sur votre plateau pour représenter le garde des Sceaux. Et c'est l'occasion d'ailleurs de dire que puisque on entend garde des Sceaux, assez souvent, on ne sait pas pourquoi on l'appelle garde des Sceaux. On l'appelle garde des Sceaux justement parce qu'il est le garde des Sceaux. Et donc, c'est une des attributions du ministre de la Justice qui est généralement le garde des Sceaux. Il a charge de garder les originaux des sceaux de l'État et des armoiries de la République, d'où cette appellation garde des Sceaux. Et voilà. C'est le ministre qui est garde des Sceaux. Mais des fois, pour parler du ministère, il y a certains qui disent ministère de la Justice et garde des Sceaux. Donc, c'est le ministre en personne qui est garde des Sceaux. Parfaitement, madame, vous avez compris. C'est le ministre, c'est la personne du ministre qui est le garde des Sceaux. Le ministère est un département comme les autres départements. Bien compris. Voilà. Et cela dit, nous sommes à la deuxième édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. La première semaine a eu lieu en 2024. Elle a été sanctionnée par un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la poursuite du processus, la poursuite de l'examen. Parce que le constat demeure que les symboles jusqu'à présent ne sont pas bien connus, ne sont pas bien maîtrisés, ne sont pas bien protégés surtout. Tout à fait. Par ceux-là même qui sont chargés d'abord de les connaître et ensuite d'en assurer la protection. Et donc les symboles dont il s'agit, ce n'est pas l'ensemble des symboles de l'État, mais les principaux symboles qui paraissent les plus connus, les plus emblématiques, en tout cas ceux dont on parle le plus. J'ai nommé le drapeau national, l'hymne national, la devise de la République, le sceau de l'État et les armoiries de la République. Pour ne pas, disons, les prendre un à un et entrer dans les détails, je me limite pour le moment juste à les citer, parce que c'est sur ces 5 symboles, principalement,
que se passeront les différentes communications prévues au cours de la semaine. Donc, vous l'avez dit, la deuxième édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État démarre demain, lundi. Alors, pourquoi une semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État? Ces symboles ne sont pas bien utilisés, bien connus? Ces symboles ne sont pas bien connus, y compris par ceux-là même qui sont appelés à les utiliser et à les protéger. Et je donne un exemple qu'il est loisible à tout le monde de constater. C'est que quand un individu, n'importe qui, je dirais, a besoin de se faire confectionner un cachet, il n'a pas besoin de passer par le mécanisme décrit prévu par la loi. Il lui suffit de se transporter quelque part dans certains coins de certaines de nos villes, en particulier ici à Bamako, pour trouver des gens qui vous offrent des cachets avec tout le contenu que vous voulez. Alors que ce n'est pas n'importe quel contenu qu'on doit retrouver sur n'importe quel cachet utilisé par n'importe quel individu. La loi là-dessus est claire. La demande doit être adressée au garde des Sceaux, puisque ça relève de ses attributions. Et lui, soit il en donne l'autorisation de la confection à l'imprimerie nationale, s'il en existe. À défaut, sur appel d'offres, il autorise un graveur ou un imprimeur privé, mais obligatoirement de nationalité malienne, à confectionner le sceau en question, à celui qui en a exprimé la demande. Mais auparavant, la demande et le dossier sont transmis à la Direction nationale des affaires judiciaires et du sceau, qui en contrôle la régularité. Pour dire, bon, une telle personne qui a formulé la demande a qualité pour être en possession du sceau, ou bien n'a pas qualité pour être en possession du sceau. Et donc, cette étude-là est transmise avec ses conclusions au garde des Sceaux, qui en tire les conclusions. La personne qui demande, est-ce que ça veut dire que tous les Maliens peuvent demander? Non, justement. La loi est claire là-dessus, et cette loi, malheureusement, elle date de 2007. Elle est très mal connue, et j'insiste, y compris par les utilisateurs. 2007 à maintenant, ça fait quand même beaucoup d'années. Et donc, cette loi définit les autorités, les personnalités de la République auxquelles elle reconnaît la possibilité de faire usage du sceau de l'État ou des autres sceaux officiels. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler également du programme de cette journée? Ma foi, le programme... Les activités prévues. Il est prévu, et en gros, l'ouverture officielle demain. Officielle à 10h. D'accord. Sous la haute présidence du chef de l'État, mais représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et donc, la mise en place est terminée à 9h30. Et l'arrivée des officiels se fait dans cet espace-là jusqu'à 9h50. Et à 9h50, c'est le Premier ministre qui est accueilli. Et après son accueil, les activités vont démarrer par l'exécution de l'hymne national et de l'hymne de l'AES. Et puis on rentre en salle, on écoute le mot de bienvenue de Madame le maire de la commune 3. Et suivra une intervention des membres de la commission que je préside, qui va déclamer certaines informations au public sur l'hymne national. Après cette intervention, le président de la commission lui-même prendra la parole pour son allocution en lien avec l'événement. Et enfin, le chef du gouvernement va prononcer son discours d'ouverture de la semaine. Et puis, il suivra la visite des stands parce que les pionniers sont associés à la semaine et ils sont chargés d'animer des stands qui représenteront chacun des symboles en question. D'accord, ok. Alors, vous avez un appel, monsieur le directeur, pour l'utilisation des symboles et également sur cette journée. Ma foi, nous avons toujours un appel parce que nous nous rendons compte à chaque fois
que malgré l'accompagnement dont nous bénéficions des médias publics, en particulier l'ORTM, il reste encore beaucoup à faire parce qu'il reste encore à informer, à sensibiliser, à former même les acteurs et à informer le public à la nécessité d'abord de connaître les symboles, d'apprendre à les respecter, d'apprendre également à les faire respecter et enfin, dernière phase certainement, de sévir contre ceux qui persistent à ne pas les respecter. Et M. le garde des Sceaux a le souci de marquer par la multiplication des sorties sur le sujet et en particulier par l'organisation de cette semaine-là, a souci donc de faire connaître les symboles de l'État par tous les Maliens. Et il est d'autant plus fondé à le croire que aujourd'hui, nous sommes en pleine refondation du citoyen malien nouveau. Un citoyen malien nouveau que par la connaissance des symboles de son État, de sa patrie. Parce que c'est à travers ces symboles qu'il peut magnifier sa patrie et son appartenance à la nation malienne. Je suis quand même curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des sanctions pour la mauvaise utilisation de ces symboles? Parfaitement. Même, d'abord, la Constitution elle-même, celle du 22 juillet 2023, annonce en son article 30 que toute profanation, toute violation des attributs de l'État, entendez par là les symboles de l'État, est punie par la loi. Et le code pénal, qui a été d'ailleurs adopté, un nouveau code récemment en décembre 2024, le code également prévoit des sanctions suffisamment sévères contre toute forme de violation des symboles de l'État. Merci bien, monsieur le directeur. Voilà, nous étions avec le directeur national des affaires judiciaires et du Sceau pour parler de la deuxième édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État qui démarre demain, lundi 8 décembre, au Conservatoire multimédia Bala Faseke Kouyaté et présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Suite de ce journal, et notre rédaction a appris par voie de presse la création dénommée Coalition des forces pour la République menée par Mahmoud Dicko. Face à cette information, nous avons approché Dr Ali Tunkara. Il est le directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Selon Dr Tunkara, la mise en place de ce mouvement est la suite logique des différentes tentatives de déstabilisation du pays entamées par les ennemis de la nation. Il estime aussi qu'il est difficile qu'un tel mouvement prenne la mayonnaise et que les initiateurs sont dans un effet de communication et non de mouvement. Pour plus de détails, nous l'écoutons au micro de Diamba Moussa Konaté. La mise en place de ce mouvement n'est que la suite logique des différentes tentatives amorcées par ces mêmes acteurs hostiles à l'État du Mali. Pour rappel, ces acteurs avaient justement demandé à ce que le Mali non seulement maintienne les troupes étrangères sur son territoire, mais dans le même temps de collaborer avec certains partenaires dont le Mali avait décidé de rompre avec ces derniers. Le départ des troupes étrangères, ces mêmes acteurs qui appartiennent aujourd'hui à ce mouvement avaient déjà dit sur toutes les toiles que le Mali allait tomber. On a vu également que ces mêmes acteurs, par endroits et par moments, continuent à s'allier l'ennemi sur les éléments de forte défense de sécurité. En gros, toutes les victoires remportées par les éléments de forte défense de sécurité sont ignorées par ses membres ou à la limite sabotés. Ce sont les mêmes acteurs également qui n'ont fait que changer de fusil d'épaule, qui ont même accepté d'aller quand même se retrouver dans un pays hostile à l'État du Mali pour saper le moral des troupes, pour chercher justement à créer de la psychose et même de la zizanie au sein des populations maliennes. Ces mêmes acteurs également, on a vu à combien lorsque les groupes radicaux violents avaient commencé à attaquer les camions citernes, comment ces acteurs qui appartiennent aujourd'hui à cette coalition avaient aussi justement à la limite crédit une fin irrévocable du régime en place. Donc en somme, sommes-nous en face des acteurs pour des raisons de positionnement personnel, pour des agendas outre que ceux à la fois partagés par un nombre important de Maliens, chercheraient à tout bout de champ à ternir l'image de l'élite au pouvoir et par ricochet à amener les Maliens par tous les moyens, pour que ces moyens soient efficaces,
à se révolter contre l'existant. Regardez les figures qui sous-tendent ces mouvements souffriraient à tout bout de champ de légitimité. Quels sont les Maliens aujourd'hui, qu'ils soient à l'intérieur ou établis à l'extérieur, se reconnaîtraient dans une telle coalition? Les différents leaders de ce mouvement ont-ils toujours une base qui resterait fidèle? Je ne le pense pas. De ce fait, tout porte à croire que sommes-nous dans un effet de communication et non dans un mouvement qui pourrait impacter sur le quotidien des populations, qui pourrait impacter sur le cours des événements. Voilà, à l'instant, Dr Ali Tunkara, il est le directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Cabale des médias occidentaux contre le Mali, les gardiens de la tradition réitèrent leur engagement et soutien aux autorités maliennes et dénoncent cette agression de trop. Ils sont devant chasseurs, chefs coutumiers et autres magiciens à se prononcer et sont prêts à agir pour la défense de la patrie. Le dossier est signé Cheikh Oumar Sangaré et Mariam Koulibaly. Dans ce monde ici-bas, les êtres vivants défendent jalousement leur milieu de vie. Pour les humains, le milieu de vie, c'est la maison familiale, la ville de résidence et par-delà, le pays. Alors, quand la patrie est attaquée, tout bon citoyen doit agir pour la défendre. Ainsi, les gardiens de la tradition malienne ne sont point surpris par les agissements mensongers des médias occidentaux contre notre pays. Mieux, ils font une bonne lecture de la situation. RFI n'est plus au Mali, France 24 n'est plus au Mali, sans compter les autres médias qui ont été chassés du Mali. Alors, donc, ils n'ont pas de représentants ici. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est pour mélanger les Maliens, le peuple malien. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont passé par tous les moyens pour déstabiliser ce pays, depuis l'arrivée de cette transition. Les Maliens devraient s'attendre à ça, et s'attendre même à pire que ça, de la part de ceux à qui nous avons eu le courage de dire non, ceux à qui nous avons retiré la gestion de notre pays, ceux qui pensaient pouvoir déterminer notre avenir de façon définitive. Donc cette campagne médiatique, je dirais même ces mensonges médiatiques, c'était pour s'aimer le faux pour obtenir le désordre. Vous savez, nous sommes en guerre depuis 13 ans. Si vous ne savez pas dans une guerre qui est l'ennemi, qui est l'allié, il faut arrêter immédiatement la guerre. Donc il n'y a absolument rien d'étonnant à ce que la presse occidentale et ses complices locaux mènent une cabale médiatique contre notre pays. Pour les Blontigi du Maya Blon, mouvement de réhabilitation des traditions et cultures africaines, le Mali a connu pire dans le passé et des mécanismes endogènes existent comme réponse. La guerre que nous subissons aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à 160 ans de guerre que nous avons subis entre 1076 et 1236. Et chaque fois que notre pays a été attaqué, les rois ont lancé un appel à la mobilisation générale. Et la mobilisation générale en Bamanankan, on appelle ça Foroba Tonta. Et ça fait même partie des éléments de notre constitution. Quand la patrie est attaquée, chaque homme capable de manipuler une arme est appelé à la défense de la patrie. Dans cette mobilisation générale, les traditionalistes ont un devoir sacré. D'abord, d'utiliser nos connaissances ancestrales. Le combat actuel est un combat de noblesse. Je demande à tous les détenteurs de la tradition de se mobiliser pour défendre la patrie Mali. De l'avis des traditionalistes, l'on retient aussi quand quelque chose, malheur est bon. Cette campagne et toute cette crise de carburant que nous avons connue, il faut que nous nous disions que ce fut un mal pour un bien. Un mal, c'est vrai, on a souffert. Mais ce fut un bien. Pourquoi? Parce que la plupart des Maliens qui dormaient encore
se sont réveillés pour se dire que cette guerre-là n'est pas la guerre des militaires seulement, c'est la guerre de tout le pays. Et les Maliens ont vu jusqu'à quel point les militaires sont là comme un rempart infranchissable entre nous et ces gens-là, et ces terreaux. En somme, pour les défenseurs des savoirs africains, la défense de la patrie est primordiale et ils adhèrent pleinement à la marche souveraine du nouveau Mali, le Mali courant. 99% des Maliens ont soif vraiment de la souveraineté. Et ce n'est même pas le Mali seulement, c'est tous les pays africains qui sont fixés sur le Mali, le sort du Mali. Mali t'es bien. Mali t'es bien. Le bateau Mali ne va jamais chavirer. Ça a été prédit qu'un jour, le pays sera attaqué et que nous donnerons notre sang rouge pour sauver le vert et les jaunes. Tôt ou tard, il fera très bon vivre dans notre pays. Je demande aux autorités actuelles de maintenir le cap, car le chemin est dégagé. Aucun Malien ne va accepter de marcher en arrière. Ça, c'est fini. Rien ne vaut le Mali. Le Mali d'abord, et puis ensuite, après, on va voir le reste. Année 2025, année de la culture. Nous ouvrons la page consacrée à la culture. Intéressons-nous d'abord à la clôture de Siama 2025. C'était hier dans la soirée. Un espace dédié à la promotion artisanale, à la valorisation de la créativité et de l'innovation. Les efforts et l'engagement de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali ont été salués par le ministre de l'Artisanat. Pour cette édition 2025, 20 pays ont pris part à ce grand rendez-vous. Reportage, Youssouf Diakité et Sambou Diakité. Le Salon international de l'artisanat du Mali Siama est créé pour mettre en exergue le savoir-faire et la compétence des artisans maliens d'Afrique et d'ailleurs. Pendant 5 éditions, l'espace a parfaitement répondu à cette préoccupation. Ces témoignages sont dévoilés à la faveur de la clôture de cette 5e édition du Siama, qui est d'opportunités, de signature de conventions et de partenariats gagnant-gagnant. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai jamais vu un salon aussi grand que ce salon Siama. Vraiment grand. Et ça montre que le Mali, c'est un pays d'unité, c'est un pays de culture, c'est un pays qui fédère et qui fédère les gens de partout d'Afrique. L'un des moments forts de cette cérémonie de clôture, faut-il le signaler, c'est la remise de prix aux entreprises mises en compétition pendant tout le salon sur des thématiques aussi variées que la protection de l'environnement, la créativité et l'innovation. Des prix allant de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Nous sommes très contents et très honorés de voir nos amis marocains à côté de nous avec beaucoup de promesses. Non seulement ils vont aller nous former à Tombouctou, en mécatronique et en réparation des téléphones mobiles. Du côté de l'État, qui comprennent que nous sommes assez prêts. Donc nous sommes prêts à faire la commande publique. Il suffit seulement qu'ils nous fassent confiance. En tout cas, s'ils nous font confiance, nous ferons le reste. Parce que le premier client, c'est l'État. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a particulièrement félicité les organisateurs pour le succès de l'organisation et la maîtrise des différents segments du salon. Nous avons vu les artisans ont montré leur vitalité en exposant leur créativité et leur talent. Oui, Monsieur le Président, nous avons remarqué aussi que cette année, la qualité des œuvres était nettement du plus haut niveau. Donc, je voudrais saluer les artistes pour cet engagement, saluer l'innovation de ce salon, parce que la commission d'organisation a fait un travail extraordinaire. Ensuite, l'annonce a été faite pour la 6e édition du Salon international de l'artisanat du Mali Siama pour 2027.
Abibou Dambélé, communément appelé Guimba National, artiste comédien, et El Hadj Firoun, opérateur économique, sont les parrains du mois de décembre du projet Mali Culture 2025. Chacun des deux accorde un intérêt particulier à la culture et pour eux, elle demeure un pilier important pour le développement socio-économique du Mali. Leur parcours avec Mariam Koulibaly. De profils distincts, leur trajectoire se rencontre à l'occasion du coparrainage du mois de décembre 2025, placé sous le signe de la culture. L'un que tout un pays surnomme affectueusement Guimba National est un pur produit de l'Institut National des Arts, INA, section théâtre. L'autre est El Hadj Firoun, formé à l'IPR IFRA de Katibougou en génie rural, est un entrepreneur de BTP aux multiples compétences. Aménagement hydro-agricole, hydraulique, construction rurale, génie civil, entre autres. Icône vivante de la comédie au Mali, Abibou Dambélé a porté le théâtre malien sur d'innombrables scènes, tant nationales qu'internationales. Il considère le théâtre comme une arme de sensibilisation, de communication et surtout de dénonciation. Quand Ousmane Sow faisait son wari avec ses comédiens, eh bien, il n'y avait pas de radio libre, il n'y avait pas de journaux libres, il n'y avait pas de partis politiques, il n'y avait absolument rien. Il y a eu Wari. Après Wari, les gens ont compris qu'ils pouvaient parler. Des gens ont commencé à marcher. Des gens ont commencé à parler. Les journaux privés sont apparus. Les radios privées sont apparues. Et la démocratie est venue. Artiste de renom, il a partagé la scène avec les plus grands, développant une complicité particulière avec Fé Michel Sangaré, une relation qui dépassait largement les plateaux et les projecteurs. Amadou Ampateba parlait d'un personnage qui s'appelait Mabal dans Tchornoboka. Mabal était un tisserand qui était fait de n'importe quoi. Des fois, il croquait de la cola, il chiquait du tabac. C'était pas un type assez correct sur le plan vestimentaire et sur le plan comportemental et tout. Mais Amadou Ampateba dit aux jeunes, à ses élèves, vous voyez ce Mabal-là que vous chahutez très souvent. Ce Mabal, c'est comme de l'or. L'or, si vous mettez de l'or dans un siphon souillé et que vous le jetez sur un tas d'ordures, cet or a la même valeur que l'or qui se trouve dans les vitrines à Bruxelles. Et donc Michel, c'était comme ça. C'était de l'or. Originaire de Tombouctou, El Hadj Firoun mène sa carrière dans l'entrepreneuriat, mais son attachement à la culture ne s'est jamais démenti. Toutes les activités culturelles qui se mènent dans la région de Tombouctou, je suis associé. Donc, prenons seulement cette année, 2025, nous avons mené plusieurs activités culturelles, notamment la Salterie, qui a été initiée et dirigée par notre gouverneur, le commissaire de contrôle principal Bakoun Kanté, et que nous ne cessons jamais de remercier pour tout ce qu'il est en train de faire pour la région de Tombouctou. Il y a eu la phase locale de la biennale, il y a eu la phase régionale, et maintenant on est en train de préparer activement la phase nationale de la biennale édition 2025 Tombouctou. Donc les autorités ont eu la confiance et compte tenu de l'engagement de la région de Tombouctou sur le plan culturel. En parallèle de ses activités professionnelles, il exerce depuis 2020 les fonctions de chef de village de Djamkoui dans la commune de Raous, cercle de Gourma Raous. Choisis pour des raisons propres à chacun, mais complémentaires dans leur portée, les parrains du mois de décembre expriment leur gratitude envers les autorités nationales et plus particulièrement envers le ministre en charge de la culture. Je ne m'attendais pas. Je me suis dit, j'ai fait quoi pour la région de Tombouctou, j'ai fait quoi pour le Mali, pour qu'on me porte ces grands chapeaux d'être coparrain du mois de décembre, mois de la culture. Moi, j'étais surpris, mais beaucoup de gens n'étaient pas surpris, pensant que je mérite vraiment ce chapeau. Et donc, vraiment, c'est le lieu de remercier le ministre, Mahmoud Dafé, pour le choix porté sur ma personne. Il y a tellement de gens auxquels moi-même j'ai beaucoup de respect, des gens que je n'ose pas regarder en face parce qu'ils sont simplement géants. Quand je sais que je suis choisi alors que ces gens-là sont là,
ça me frustre un tout petit peu. Je me dis, est-ce que je le mérite vraiment? Mais bon, puisque le choix est tombé sur moi, eh bien, je vais essayer de faire ce que je peux. Je suis vraiment très, très ému. Leur engagement traduit une volonté affirmée, animer ce mois dédié à la culture et préserver les acquis d'un secteur essentiel à l'identité malienne. Ouverture du festival des praticables. Il se tient à Bamako-Courant, commune 3 du district de Bamako. Durant 10 jours, les populations auront droit à des prestations de théâtre populaire dans leur famille. Et c'est pour promouvoir la culture malienne et le vivre ensemble à travers le théâtre. Aminata Brahima Ouidraogo et Yaya Kone pour le compte-rendu. Les rues de Bamako-Koura revivent pour la 6e fois le festival des praticables. Pas alignés, chansons mémorisées, chaque coin du quartier vibre au rythme des tam-tams. Cette parade culturelle marque le début de 10 jours de prestations artistiques dont Bamako-Koura sera le quartier général. Un événement qui se veut être un cadre de vivre ensemble et de communion pour promouvoir davantage la fonction politique et sociale du théâtre. On invite des artistes maliens et étrangers à venir passer d'abord du temps avec les populations, vivre avec eux. Ils émettent une idée de projet. Et cette idée de projet, à ce moment-là, est développée. Ils reviennent plusieurs fois pour présenter le projet au festival. Ce qui est extraordinaire au Praticable, c'est que toute la population participe en fait à la production, à la création du festival. On a vu tout à l'heure la façon dont l'association des femmes du quartier qui participent à la réalisation de cette parade d'ouverture, les jeunes, bref, le festival lui-même est un super spectacle. La participation des enfants circoncis, aux côtés des femmes et personnes âgées, témoigne de la volonté de Lamine Diarra et de son équipe de faire un retour à nos valeurs. Un retour tant voulu par les gardiens de la culture de notre pays. On a vu un regroupement assez simple et compact. Et ça nous rappelle nous-mêmes. L'année de la culture, c'est pour ça même. C'est pour ça que nous soyons nous-mêmes. Un arbre sans racines ne tient pas debout. Ce que je vois aujourd'hui, cet après-midi, c'est de la renaissance culturelle. C'est véritablement la revitalisation de ce quartier, de ce territoire, avec les femmes, les enfants. Mais surtout, ils nous ont magnifié avec un pan de notre histoire. Les enfants circoncis chez nous, la symbolique est très forte. Tout au long du festival, la population de Bamako-Koura recevra des pièces de théâtre. Le festival des praticables vient s'ajouter à la longue liste des nombreux rendez-vous culturels ayant marqué cette année 2025 dédiée à la culture. Et nous refermons la page consacrée à la culture pour parler de la 4e session du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. L'état de mise en œuvre des activités en 2025, le programme de travail et le budget prévisionnel pour l'année 2026 sont les sujets au menu de la rencontre. Batraoré pour le reportage. Le PRSA, Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, est le fruit d'une étroite collaboration entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale pour le développement IDA. La lutte contre l'insécurité alimentaire et l'amélioration de la résilience des systèmes alimentaires dans les pays qui l'abritent sont ses principaux objectifs. Le PRSA Mali s'articule autour de 5 composantes clés qui sont composante 1, service de conseil numérique pour la prévention et la gestion des crises agricoles et alimentaires. La composante 2, durabilité et capacité d'adaptation de la base productive du système alimentaire. Composante 3, intégration des marchés alimentaires régionaux et commerce. Composante 4, contingence d'intervention d'urgence et enfin la composante 5, gestion du projet. En 4 ans de mise en œuvre du PRSA, plusieurs activités ont été menées au bénéfice des ménages vulnérables, notamment les agriculteurs, les agropasteurs, les services techniques de recherche et de vulgarisation. Sa mise en œuvre a enregistré d'importants résultats qui sont entre autres
le renforcement des capacités du personnel de Mali Météo, de l'Office de la protection des végétaux, de l'Institut d'économie rurale, du système d'alerte précoce et de l'Agence pour l'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation. L'évaluation des capacités phytosanitaires existantes du Mali, la formation de 100 brigades villageoises d'intervention phytosanitaire, la formation continue de 30 agents de l'Office de la protection des végétaux, la formation de 60 agents et exploitants agricoles, l'acquisition et la distribution de 8562 tonnes d'engrais organiques. Le PRSA, qui court 22 cercles au Mali, est exécuté dans 7 autres pays africains. Et l'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que des vecteurs aériens ont opéré plusieurs frappes les 5 et 6 décembre 2025. Les frappes ont eu lieu à Yorosso, dans la région de Koutiala, à Fengolo et à Danderso, dans la région de Sikasso, et au sud-est de l'Oadi Chérif, dans le secteur de Guéré, région de Nara. Le point de ces opérations avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion le bilan des opérations des 5 et 6 décembre 2025. Vendredi 5 décembre 2025, suite à une tentative d'infiltration repoussée par les FAMA au poste de sécurité de Mahou, cercle de Yorosso, région de Koutiala, l'aviation a pris en chasse les assaillants jusque dans leur repli. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et du matériel détruit. Samedi 6 décembre 2025, dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire, les FAMA ont découvert et détruit plusieurs refuges terroristes dans un premier temps aux alentours de la localité de Fenkolo située à l'est de Sikasso. Une deuxième frappe a visé un autre refuge à l'est de Denderesso, non loin de la frontière du Burkina Faso, et la troisième au sud-est de Thierry, région de Sikasso. Toujours dans le cadre de la surveillance du territoire, les vecteurs aériens FAMA ont découvert et neutralisé avec succès des terroristes camouflés sous des arbres au sud-est de l'Oadi Chérif, dans le secteur de Guiri, région de Nara. L'état-major général des armées rappelle que les FAMA ne ménagent aucun effort dans la poursuite des opérations contre des groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire national. Forçano Fama et à Ménaka, processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. 350 ex-combattants issus des mouvements armés de la région de Ménaka sont concernés. Ces désormais ex-combattants entendent contribuer à la paix et la cohésion sociale du Mali. Un reportage de Chirfou Moulay et Dara Ibrahim Ag Amini. Dans la région de Ménaka, le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration prend effet avec à la clé plus de 350 ex-combattants issus des mouvements MSA et Gatia, aspirant à la paix et au renforcement de la cohésion sociale. On a senti cette motivation au niveau des mouvements armés. Notre inquiétude, c'était ça. Donc, mais on a constaté que réellement, ils sont très motivés. J'ai bénéficié d'intégration au compte du MSA. Je remercie aux responsables du MSA et des autorités nationales. En déposant leurs armes, ces ex-combattants s'engagent à s'inscrire dans la dynamique enclenchée par les hautes autorités de la transition, celle de rassembler les Maliens autour d'un idéal comme la patrie. Je suis ex-combattant de Gatia Menaka. J'ai bénéficié de l'intégration dans la région de Menaka et je remercie à mes chefs de Gatia et des autorités du Mali. Les responsables se réjouissent du démarrage de ce processus qui tient tant à cœur aux autorités de la transition. Le volet réinsertion pour le moment n'est pas pris en compte, mais nous sommes là pour l'intégration des ex-combattants dans les forces armées de défense et de sécurité. Je salue l'engagement des ex-combattants qui acceptent aujourd'hui d'abandonner les armes pour s'inscrire dans le processus de paix durable. Le DDRI constitue un outil stratégique pour instaurer la confiance, renforcer la sécurité communautaire et ouvrir des perspectives nouvelles. Le dispositif d'enregistrement est bien en place. Sa réussite engage chacune des parties, mouvements et États afin de disposer d'une base de données fiable.
À Aguelhok, le général de division Eladj Gamou et le colonel-major Daouda Sagara, commandant de la zone de défense numéro 7, ont rencontré les troupes pour les galvaniser et c'était lors d'un échange et d'un repas de corps. Les FAMA multiplient les actions pour la stabilisation de la 8e région. ORTM Kidal, Sidi El Mehdi Ag Al-Baka et Moussa Togo. En marge de sa visite à Aguelhok, le général de division Al-Haj Gamou, après avoir présidé la cérémonie de montée de couleur nationale à la préfecture, s'est rendu auprès des forces armées maliennes pour échanger avec la troupe et saluer les efforts remarquables consentis sur le terrain. Il faut la discipline. Ça c'est important, parce que sans ça, on ne peut pas être comme ça. Il faut être discipliné, il faut le faire de vous-même. Il faut compter sur vos armes. Vos armes doivent être toujours nettoyées. Être sûr que les armes fonctionnent. Tout ça là, que nous vivons, ça va nous former. Le FAMA debout, vigilante et résolument engagée, poursuivant avec abnégation exemplaire leur mission première. Assurer la sécurité des populations et la protection de leurs biens, fidèles à la raison d'être de l'institution militaire. Cette mission que nous avons effectuée ici à Aguelhok a pour but d'abord de visiter les hommes du groupement tactique interarmes GTA Adra 2 basé ici à Aguelhok en tant qu'unité subalterne, nous en tant que commandement du secteur d'opération. C'est aussi pour évaluer l'organisation des dispositifs de défense au niveau de Aguelhok, cette localité qui quand même attire l'attention du plus haut commandement compte tenu de sa position géographique et de son histoire. C'est aussi l'occasion pour nous de nous enquérir de près vraiment des difficultés auxquelles les hommes sont confrontés dans l'exécution de leurs missions, notamment les patrouilles de sécurisation pour davantage garantir la quiétude de la population dans ses activités quotidiennes, aussi l'escorte des convois à destination et au retour de Gao pour le bénéfice de la population. Le gouverneur de Kidal a partagé le repas de corps avec la troupe, un moment de cohésion marqué par des échanges francs et fraternels. Nous restons dans le nord du pays, à Gao. Parlons de cette visite de travail du ministre de l'Enseignement supérieur. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de l'université de Gao. Dès son arrivée, le ministre a d'abord rendu une visite de courtoisie aux autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao et les activités ont été lancées ce dimanche. On en sait plus avec Aliou Idrissa Maïga. En effectuant cette visite à Gao, le chef du département en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique veut s'enquérir des conditions permettant de favoriser l'opérationnalisation de l'université de Gao. Dès son arrivée dans la cité des Askia, le ministre de l'Enseignement supérieur est allé à la rencontre du cadre de concertation des notables de Gao et de la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région. Nous avons été mis en mission par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui nous a demandé, dans le cadre de l'opérationnalisation de l'université de Gao, de venir nous enquérir des conditions qui permettront une ouverture future de cette université. Nous sommes donc très ravis de voir tout le monde mobilisé autour de cette mission. Pour le président de la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao, la visite du ministre de l'Enseignement supérieur est d'une importance capitale. Ce qu'il vient aujourd'hui nous annoncer, essayer de faire avec nous, c'est tout ce qu'un peuple cherche. Nous attendons beaucoup de cette université. Nous pensons que déjà tout est parti pour que nous puissions changer le paradigme et obtenir le bonheur de cette région. Après cette visite rendue aux légitimités traditionnelles, le ministre Kansei et sa délégation vont prochainement visiter le site de la future université de Gao avant de rencontrer les forces vives de la région.
Actualité AES au Burkina Faso, sortie officielle de la 23e promotion des élèves sapeurs-pompiers. Ils sont 500 jeunes. Une promotion baptisée Dambé qui veut dire dignité. Jérôme Tendano pour le reportage. Dambé ou la dignité en langue mandé, la 23e promotion des sapeurs-pompiers démontre ici son savoir-faire en sauvetage de victimes, en gymnastique, tout en rendant hommage aux forces combattantes tombés sur le champ d'honneur. Au nombre de 500, ces soldats du feu portent ici fièrement leurs épaulettes devant parents, invités et autorités en guise d'engagement, de courage et de sacrifice. Nous avons acquis des connaissances générales, mais également en secours à victimes, en sauvetage en milieu périlleux et aquatique, en prévention-prévision et à la lutte contre les incendies. Au regard des défis de maillage du territoire et conformément à la volonté des plus hautes autorités du Burkina Faso, cette cuvée 2025 vient comme une bouffée d'oxygène. Les attentes sont nombreuses et l'espoir de voir traduire en actes concrets les connaissances acquises sur le terrain aussi. Pour atteindre cet objectif opérationnel, il est apparu indispensable de générer des ressources humaines en quantité et en qualité suffisante afin d'armer ces nouvelles unités de sapeurs-pompiers. À ce jour, je puis affirmer avec sérénité que ces jeunes sapeurs-pompiers sont tous aptes à occuper les fonctions de servants, de sapeurs de liaison, de plantons et d'auxiliaires stationnaires dans la garde d'incendie et de secours. Depuis les 3 dernières années, nous avons pu observer un effort particulier des plus hautes autorités du Burkina Faso pour impulser une certaine dynamique dans la protection civile. Le champ de l'éthique du sapeur-pompier, celui de la promotion mandée ou la dignité, sont les autres temps forts de cette cérémonie. Un défilé de la troupe tient enfin le public en haleine. Bon courage les jeunes. Au Niger, parlons des 16 jours d'activisme. La cellule nigérienne des jeunes filles leaders a organisé un cercle de parole intitulé « Parlons-en » pour échanger et sensibiliser sur les VBG. Occasion également d'offrir aux participantes un espace sécurisé et confidentiel. Rahama Ousmane Tinao pour le reportage. En marge des activités de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le Centre régional Agrimet, en partenariat avec plusieurs organisations, a réuni chercheurs, experts et acteurs du développement autour d'une conférence publique dédiée au lien entre les violences faites aux femmes et les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Pour l'édition 2025, les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence basée sur le genre sont commémorés sous les thèmes mondiaux suivants. Tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles. C'est au regard de ce qui précède que Agrimet, Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, de l'UNFPA, de la FAO Niger et de l'UMOA, a voulu marquer d'une pierre blanche cette campagne par l'organisation de la présente conférence publique. Pour les organisateurs, cette conférence constitue un espace essentiel de sensibilisation, mais aussi un appel à l'action pour que les politiques publiques intègrent davantage de la dimension genre dans la gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les responsables d'Agrimet et leurs partenaires ont réaffirmé leur engagement à soutenir des initiatives régionales visant à protéger les droits des femmes, à lutter contre les violences basées sur le genre et à promouvoir des communautés résilientes, inclusives et respectueuses de la dignité humaine. En marge de la 39e session ordinaire de la Conférence internationale de la prévoyance sociale, les ministres en charge de la protection sociale étaient en conclave à Bangui, capitale centrafricaine. Proposition d'amélioration de la couverture sociale des populations et la mise en place d'un nouveau président étaient au menu de cette rencontre. Un commentaire de Kassim Diallo.
Le ministre de la Santé et du Développement social était au cœur des travaux de la 31e session ordinaire de la conférence internationale de la prévoyance sociale à Bangui, la capitale centrafricaine. Les 18 ministres de la zone cypresse ont échangé sur les défis et perspectives afin que les populations puissent avoir une meilleure couverture sociale. C'est une réunion statutaire. Et à l'ordre du jour, il y avait 16 points qui étaient inscrits, qui ont été examinés et adoptés. En prélude, les experts ont travaillé pendant 2 jours. C'est le lieu ici de les féliciter et de les remercier pour le travail abattu. En plus de cela, en marge, il y a eu le forum sur la prévoyance sociale qui était parrainé par le président de la République et dont le thème portait surtout sur la prévoyance sociale et l'élargissement à toute la population. Ce qui cadre carrément avec les ambitions de nos plus hautes autorités aussi qui veulent que tous les Maliens aient la solidarité et la prévoyance sociale. La solidarité et le renforcement des liens entre les pays membres de Cyprus sont une priorité pour garantir une couverture sociale et sanitaire en faveur des populations vulnérables. Ce qui est important à dire, c'est que les OPS du Mali n'ont pas de retard et ils sont à jour dans toutes les cotisations. Beaucoup de décisions ont été prises et la prochaine réunion du Conseil de ministres se tiendra en République démocratique du Congo à Kinshasa en 2026, Inch'Allah. Et le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Attaher, lui, prend part à la table ronde ministérielle organisée par l'OIM à Genève. La rencontre rassemble les ministres en charge des questions migratoires de plusieurs pays sous le thème « La migration en Afrique à la croisée des chemins de la coopération à l'identification de solutions ». Commentaire Bemba Sibi. L'importance et l'apport de la diaspora au développement, c'est la première thématique débattue lors de la table ronde ministérielle organisée par l'Organisation internationale de la migration à Genève. Si la migration est vue comme une menace à affronter par l'Occident, pour les pays africains, la diaspora est un levier de mobilisation des richesses qui doit être mieux encadré. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine qui prend part à la rencontre a partagé l'expérience du Mali en la matière. En termes de stratégie, d'action, de politique menée par le gouvernement de la République du Mali pour justement encourager la création de richesses par la diaspora. En d'autres termes, pour encourager l'investissement productif. Les acquis du Forum international de la diaspora tenu en juillet dernier ont été partagés à l'assistance par le ministre. Il a permis, selon lui, de mettre en évidence les opportunités d'investissement et échanger avec la diaspora sur les difficultés et surtout les solutions. Le ministre Attaher a également souligné l'importance accordée à la diaspora intellectuelle à travers le Tocten. Le programme Tocten permet à des centaines, voire des milliers d'intellectuels maliens répartis à travers le monde de venir au Mali sur la base d'une programmation, encadrer des doctorats, encadrer des masters, accompagner les formations continues dans les universités, enrichir ou renforcer les capacités dans les universités et facultés, laboratoires et autres. Donc cet investissement dans le cerveau, dans la matière intellectuelle, nous paraît extrêmement important. Dans son intervention, le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur a aussi mis un accent sur le dialogue continu, ceci en créant un dispositif endogène de dialogue pour une meilleure gouvernance de la migration. Ce dialogue doit être plus accru avec les pays d'Afrique du Nord qui sont des pays de transit pour que la dimension humaine soit intégrée dans les programmes. Le Mali a désormais un nouveau consul à Londres. Il a été installé dans ses fonctions et il s'engage à honorer le Mali. Pour plus de détails, suivant l'interview de l'ambassadeur du Mali à Bruxelles et du nouveau consul, des extraits choisis par Kassim Diallo. Donc, je suis venu à Londres ce matin au nom du gouvernement du Mali pour installer officiellement dans ses fonctions de consul honoraire du Mali à Londres, M. Kolade Landouré. Donc nous avons eu une cérémonie où je lui ai remis la lettre de provision par laquelle le gouvernement du Mali l'installe officiellement dans ses fonctions et je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Je suis honoré par la confiance placée en ma personne
par les plus hautes autorités du Mali, en la personne du président de la transition, du général d'armée Assimi Goïta. Je ferai tout pour honorer ces postes, je ferai tout aussi pour aider les Maliens basés à Londres ici, et puis pour représenter les Mali dignement. Il est au rendez-vous pour l'actualité sportive. Bonsoir Famourou Djourté. Bonsoir Hadiatou Kone, bonsoir à tous. Alors la CAN 2025 de la CAF approche à grands pas pour cette édition qui se jouera au Maroc. 2 arbitres maliens sont sélectionnés pour la compétition. Oui. À la CAN Maroc 2025, Boubou Traoré alias Penny Penny et Modibo Samake seront nos porte-étendards au niveau de l'arbitrage. Le premier est arbitre principal, le second est assistant. Ils se réjouissent de figurer parmi les meilleurs du continent pour représenter le Mali à cette grande fête biennale du football. Sergatou Sissé et Sirgi Koulibaly nous présentent ces 2 ambassadeurs. L'arbitrage malien est une fois de plus honoré à la CAN Maroc 2025. Nos ambassadeurs sont Boubou Traoré dit Penny Penny et Modibo Samake. L'arbitre central Boubou Traoré participe à sa 3e CAN consécutive 2021, 2023 et 2025. International FIFA depuis 2014, Boubou Traoré est doté d'une grosse expérience. Je suis fier d'être sélectionné pour la Coupe d'Afrique. Je vais relever les défis, Inch'Allah. Ce n'est pas facile. Je ferai tout pour être excellent dans cette compétition, Inch'Allah. C'est un honneur pour moi de représenter mon pays à tel niveau de la compétition, surtout la Coupe d'Afrique des Nations. Arbitre professionnel de la FIFA en 2019, Boubou, adjudant de police, a aussi une belle carte de visite. Un CHAN en 2020, une CAN Junior en 2019, une présence aux Jeux africains en 2015, une CAN Espoir en 2019, un tournoi IFOA Zone A en 2019, 6 finales de Coupe du Mali, des centaines de matchs au Mali et en Afrique, toutes compétitions confondues. J'ai besoin des bénédictions du peuple malien, surtout la jeunesse malienne, pour m'aider dans cette tâche. Sinon, on va essayer de gérer parce qu'on a fait de grands matchs. C'est pas facile. La Coupe d'Afrique, c'est de très grand niveau. Donc, je pense que je vais relever le défi, Inch'Allah. Et je représente mon pays dignement, Inch'Allah. Non loin de lui, sur la pelouse, l'arbitre assistant Modibo Samake est imperturbable sur sa ligne de touche. Au Maroc, il vivra sa 2e CAN après celle de 2023. Devenu international en 2020, Modibo a à son palmarès un CHAN en 2022, une CAN Junior en 2021, un tournoi IFOA Zone A en 2020, 4 finales de Coupe du Mali, des centaines de rencontres au Mali et en Afrique. Pour cette sélection, je ressens un mélange d'émotions intenses, incluant une grande fierté et joie pour cette reconnaissance, mais surtout de l'enthousiasme pour représenter mon pays. Modibo Samake, 5 ans au plus haut niveau, gravit les échelons et fait la fierté des Maliens. Au-delà de l'émotion et de la pression, je représenterai mon pays, c'est-à-dire le drapeau vert, jaune et rouge, avec une motivation accrue, une détermination pour relever les défis, dans l'optique de porter haut les drapeaux maliens. Et nous comptons sur la bénédiction de tous les peuples maliens pour l'accomplissement de cette mission. Les arbitres Boubou Traoré et Modibo Samake, associés à plusieurs reprises lors des grands événements, n'ont jamais déçu malgré la pression. À ces 2 étoiles de continuer de briller. On va souhaiter bonne chance à nos 2 arbitres maliens qui vont participer à la CAN 2025 de la CAF. Et dans cette 35e édition de la CAN, le Mali sera à sa 14e participation. Certains joueurs maliens ont réalisé des exploits, même si notre pays court toujours derrière son premier sacre. Et oui, je me ce soir sur 3 aigles exceptionnels qui ont marqué de leur empreinte différentes CAN pour sa toute première édition, participation en 1972. Le Mali atteint la finale au Cameroun. Cheikh Fantamadi Keïta survole la compétition
compétition avec 5 buts, terminant meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition, entrant ainsi dans l'histoire du football malien et africain. En 2004, Frédéric Oumarou Kanouté, pour sa première CAN avec le Mali en Tunisie, se distingue dans le tournoi. Kanouté a inscrit 4 buts à égalité avec 4 autres joueurs. Frédéric a également délivré 3 passes décisives, ce qui lui a permis de finir meilleur buteur devant les autres. 40 ans après, en 2012, le Mali retrouve le podium et Sektidiane Diabaté a inscrit 3 buts et termine co-meilleur buteur avec 6 autres joueurs, notamment de grands noms comme l'Ivoirien Didier Drogba, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ou encore le Togolais Emmanuel Adebayor. À l'approche donc de Maroc 2025, ces exploits rappellent que le Mali peut compter sur ses talents individuels et une tradition offensive forte, portée récemment par la Sinago qui a terminé la CAN 2023 en Côte d'Ivoire avec 3 buts au classement, ou encore Kamori Doumbouya qui a terminé deuxième meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec 8 réalisations. Tout à fait, Famourou, et on va toujours parler de CAN, mais cette fois-ci à Korogo, en Côte d'Ivoire, où se déroule la 2e édition des Petits Poteaux. Le Mali jouait cet après-midi. L'entrée en matière de l'équipe du Mali, la sélection malienne est venue à bout de celle du Ghana par 2-1. La seconde rencontre du groupe B s'est soldée par un nul 0-0 entre le Sénégal et le Congo. Le Ghana et le Congo s'affrontent dès ce lundi au compte de la 2e journée, tandis que le Mali joue contre le Sénégal mardi 9 décembre. En ouverture hier samedi, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont quittés également sur un score de parité, 1 but partout. La 2e édition de la CAN de Petits Poteaux se joue à Korogo, en Côte d'Ivoire, du 6 au 14 décembre 2025. Et notons que 9 pays sont désormais présents dans la compétition, après le désistement de 5 pays, l'Angola, le Bénin, le Cameroun, le Gabon et surtout le Niger, qui est tenant du titre. Et sur le plan national, la journée du championnat national de football a pris fin ce dimanche. Oui, 2 rencontres étaient au programme pour la clôture de cette 3e journée. Le stade malien de Bamako et AfriFootball Elite se sont neutralisés au stade Wenzen Koulibaly 0-0. Le Djoloubassi est tombé d'entrée 1-0 face à l'US Bougouba au stade Mamadou Konaté. Les Rouges de Bamako n'y arrivent plus. C'est leur 4e défaite consécutive depuis la Supercoupe du Mali le 16 novembre dernier. Hier samedi, l'AS Iral a enchaîné avec une 2e victoire. Elle s'est imposée par 2-0 face à l'US Bougouni. L'AS Bakarijan de Baraouli a dominé Derby Academy par le minimum 1-0. En ouverture de la 3e journée, vendredi, le FC Dira a gagné 1-0 contre le FC Malikroa. L'USFAS est venu à bout de Binga FC par 2-1. L'AS Korofina et le 11 créateurs ont partagé les points, 1 but partout. À l'issue donc de la 3e journée, le FC Dira est seul en tête avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Merci bien, Famourou Djorté, et bon début de semaine. Merci. C'est la fin de cette édition. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous demain 13h pour d'autres informations avec Abdul Karim Kaba. Et à 20h, retrouvez Barakissa Ouattara. Nos grands-pères disaient que l'arbre qui prend son temps pour pousser donne l'ombre la plus durable, pour nous dire que les choses solides, profondes et vraies ne se construisent jamais dans la précipitation. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous.